Donc l'intitulé du débat, c'est Vivre, vieillir dans la dignité, le respect, l'humain d'abord. Alors, juste un petit retour sur notre atelier pour le présenter très rapidement. Il a été créé en 2012 à la suite de l'initiative qui avait été lancée par notre parti au plan national de créer des ateliers législatifs pour aller à la rencontre de la population, des salariés, débattre des propositions et puis construire des alternatives. Alors, nous avons travaillé particulièrement sur tout ce qui concerne le médicament avec 8 débats, mais je ne vais pas. Vous pouvez prendre connaissance de tous les travaux qu'on a pu faire sur la table. Et puis, bien entendu, sur la perte d'autonomie, ça a été d'ailleurs l'initiative, elle a démarré à partir de cette question, où nous avons participé à l'élaboration du programme du Front de Gauche à l'époque. Et avec, bien entendu, la mobilisation exceptionnelle aujourd'hui là, sur cette question du personnel, avec tous leurs syndicats, et surtout un fait nouveau qui a été important dans cette mobilisation, c'est celle de l'association des directeurs au service des personnes âgées, la DPA, qui fait apparaître aujourd'hui comme une opportunité, cette mobilisation, qui porte l'espoir pour obtenir des changements notables. Nous vous proposons de réfléchir à 2 types d'idées, si vous voulez. La première, puisque nous sommes le 8 mars, c'est une journée internationale des droits des femmes, mais aussi de lutte pour conquérir de nouveaux droits pour les femmes, et en particulier sur cette question de la perte d'autonomie où toutes les générations de femmes sont concernées. La seconde, c'est un petit peu central en fait, c'est sur l'agisme. Nous avons besoin, d'une manière impérative, de travailler cette question qui traverse toute la société et qui n'épargne pas les organisations. C'est vraiment une idée transversale qui nous concerne tous. Et c'est pour ça qu'individuellement et collectivement, nous devons travailler à faire prendre conscience, comme nous ont invités dans une tribune, vous avez peut-être pu en prendre connaissance, celle de Marie de Henzel et Pascal Chanvert de la DPA. Alors elle est parue dans le Figaro. Et ce qu'il disait finalement, donc je les cite, nous pensons que l'agisme ambiant est à la racine de ce désintérêt des pouvoirs publics pour les Français vieillissants. Et par agisme, nous entendons la discrimination par l'âge qui conduit à dévaloriser les vieux et le phénomène même du vieillissement. C'est donc sur ce changement de regard que nous vous invitons à échanger et à réfléchir. Et ces questions seront présentées par... en premier, si vous voulez, on donnera la parole à Patrick Coratin, qui est correspondant régional de Bretagne de la DPA et qui est aussi directeur d'une EHPAD à Saint-Brieuc. Nous donnerons aussi la parole à Jean-Charles Saki, pardon, qui est philosophe, qui est de Saint-Brieuc ici. Et ensuite, nous donnerons la parole à Olivier d'Artigol, qui est responsable national et il est porte-parole du Parti communiste. Donc, Olivier a travaillé sur ce qui se passe dans notre société depuis l'arrivée du nouveau président, M. Macron, à travers son livre, qu'il dédicacera. Et puis, il pourra échanger avec vous un peu plus, si vous le souhaitez, à la fin du débat. Et bien entendu, sur les alternatives que nous pouvons construire. Et de ce fait, lui aussi participe à nous redonner de l'espoir à travers peut-être réfléchir sur les alternatives que nous pourrions construire ensemble. Alors, je crois que peut-être pour conclure, pas pour conclure mon intervention du moins, on est convaincu que c'est possible. Et ce qui doit nous mobiliser, c'est surtout que c'est ce que le vivent aujourd'hui, en majorité des femmes d'ailleurs, mais d'une manière générale, tous ceux qui sont concernés, et les familles sont concernées, tout le personnel, et beaucoup de jeunes en situation de précarité. Toute cette situation est vécue de manière inacceptable, et c'est ça donc qui a provoqué chez nous le besoin d'échanger avec vous. Donc je vais passer la parole à Patrick Coratin. Merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Je vous remercie beaucoup pour votre invitation et je suis vraiment très, très heureux de pouvoir porter dans votre débat la parole des professionnels au service des personnes âgées à domicile et en établissement. Pour me présenter rapidement, depuis 42 ans comme professionnel au service de personnes fragiles, j'ai passé 40 années au service des personnes âgées en établissement, 18 ans comme soignant et 22 ans maintenant dans la gestion et la direction d'établissements dans le secteur associatif. Je suis également inscrit dans des réseaux nationaux depuis plusieurs décennies et j'intègre à mon arrivée en Bretagne il y a 13 ans l'ADEPA, l'Association des directeurs au service des personnes âgées, dont je suis aujourd'hui le correspondant régional. Je milite dans ces réseaux pour une politique respectueuse des personnes âgées handicapées à domicile et en établissement et respectueuse des professionnels qui les accompagnent. Vous m'avez convié pour parler de vivre et vieillir dans la dignité et le respect. Je suis donc content de vous dire un peu mon point de vue de professionnel à travers ces 40 ans où j'observe cette volonté qu'ont les politiques d'accompagner les personnes âgées les plus handicapées dans le plus grand respect de leur dignité à domicile et en établissement. Mais force est de constater que face à cette volonté, ces politiques n'ont jamais eu le courage de leurs ambitions. Tant que nous considérerons les vieux en termes de diminution, de perte, de charge ou de poids, bref, de dépendants, nous faisons de cette partie de la population d'abord des exclus. Tant que nous reportons exclusivement sur les professionnels qui les accompagnent la responsabilité de cette exclusion sans prise de conscience que la responsabilité est d'abord sociétale et politique, quelle est notre responsabilité collective de citoyens, nous favorisons cette exclusion et prenons le risque de sacrifier cette partie de la population. Ce manque d'ambition politique qui s'abrite souvent derrière la question économique et budgétaire est d'abord la marque d'une société profondément agiste. Vous le rappeliez dans votre introduction. Il nous faut donc parler de ce désintérêt de notre société pour tout ce qui touche au vieillissement. Il y a 3 ans, l'Organisation mondiale de la santé a attiré l'attention sur cette nouvelle forme de discrimination que l'on appelle l'agisme. L'agisme, c'est une discrimination par l'âge qui conduit à dévaloriser les vieux et le phénomène même du vieillissement. Nous ne sommes pas toujours lucides sur les stéréotypes que nous entretenons inconsciemment à l'égard de l'avancée en âge. L'impératif, c'est d'être toujours jeune, actif, dynamique, performant. Vous citiez tout à l'heure la tribune, je vais me permettre de citer un autre passage de cette tribune de Marie de Henzel, psychologue et écrivain, et de Pascal Chanverle, président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées. Cette tribune s'intitule « Contre l'impératisme jeuniste, changeons de regard sur la vieillesse ». Il conclut cette tribune en disant « Refuser l'agisme, c'est vouloir une société où il y a de la place pour tous, jeunes et vieux, une société qui pense le vieillissement comme un facteur de cohésion sociale, une société dans laquelle chacun sente qu'il contribue à la communauté des vivants, une société où personne ne soit tenté de se donner la mort par sentiment d'exclusion ou d'inutilité. Les vieux, nous dit Marie de Henzel, sont ceux qui expérimentent les contre-valeurs de notre société. La lenteur, la profondeur, la disponibilité, l'être par rapport à l'opposition au faire. Étant à contre-valeur, ils ont le sentiment de n'être plus bons à rien. N'étant plus dans les stéréotypes de la société, ils se taisent. On nous dit qu'ils veulent rester chez eux, et toutes les politiques de ces dernières années disent respecter cette volonté. S'il s'agit bien de leur choix, alors ils ont raison. Mais ayons conscience que ce qui se passe dans la sphère privée du domicile étant par définition non public, le domicile est surtout une manière de cacher les vieux, de ne pas les voir et de ne pas les entendre.
Tous ces renoncements à valoriser la vieillesse conduisent à des choix économiques et budgétaires sans ambition. Il aura fallu une canicule en 2003, vous vous en souvenez, pour créer sur le coup de l'émotion, une journée de solidarité permettant de financer une caisse nationale. Cette mesure a eu des répercussions très positives pour les financements et de l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées. Mais plusieurs centaines de millions ont été prélevés ces dernières années pour d'autres priorités. Ces priorités sont principalement notre sécurité sociale et nos retraites. Notre société, donc nous-mêmes, ne faisons pas des vieux une priorité. Et nous acceptons le fait qu'ils ne soient pas prioritaires pour nos choix sociétaux. On parle, vous l'entendez ces dernières semaines, et vous allez l'entendre dans les jours à venir, de l'insuffisance des moyens humains à domicile et en établissement. Ce constat est unanime. Madame Iborra, députée, vient de le démontrer l'automne dernier en rencontrant dans une mission flash l'ensemble des acteurs du secteur. Tous font le même constat du manque de moyens. C'est un constat qui devient public, mais que nous faisons depuis 3 décennies. Parmi les moyens, il y a principalement les moyens humains. On notera bien sûr que ce sont majoritairement des femmes qui travaillent dans ce secteur avec dévouement et en portant de fortes valeurs humanistes. Les personnes accompagnées sont également majoritairement des femmes. Permettez-moi aujourd'hui, puisque nous sommes le 8 mars, de saluer la patience de celles qui sont accompagnées et l'engagement des professionnels qui agissent au quotidien dans les services à domicile et dans les établissements. Mais tous les professionnels font du mieux possible avec les moyens dont ils disposent. La situation est tendue à domicile, en établissement. Se pose-t-on la question du nombre impressionnant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les établissements et à domicile? Il nous faut prendre la mesure de ce que nous vivons, de ce qui pourrait être un naufrage social, et prendre la mesure de l'aveuglement politique dans lequel notre société, donc nous-mêmes, nous sommes. Mais ayons bien conscience qu'au-delà des moyens, il s'agit avant tout d'une question de regard sur les vieux et sur la vieillesse. Dans l'établissement que je dirige aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une population variée et dont beaucoup ont vécu des engagements dans leur milieu professionnel et dans la société. Certains continuent une forme de militantisme. La richesse de leur vie et de leurs contacts a nourri ce que j'ai fait de ma vie professionnelle. Comment pourrais-je jamais les remercier de la richesse de ces échanges humains? Dans cet établissement comme ailleurs, les équipes professionnelles dans tous les services ont un engagement humain remarquable. On parle souvent du soin, n'oublions pas que ces équipes ne peuvent pas œuvrer sans les fonctions support des services généraux hôteliers d'animation et administratifs. Malheureusement, le taux d'accident du travail dans les équipes soignantes est, comme dans tous les services à domicile et dans les établissements, le plus élevé de France. Aujourd'hui, plus que dans le bâtiment. Cela en dit beaucoup sur les conditions d'exercice de ces métiers dans le domicile et dans les établissements. Dans cet établissement, nous avons pu, grâce à un très grand investissement des équipes et de l'encadrement, professionnaliser et augmenter la qualité de nos prestations. Mais les limites, qui sont difficiles à repousser, empêchent de répondre à toutes les attentes légitimes des résidents, de leurs familles, comme celles des autorités de contrôle et de tarification. Je peux noter dans les difficultés des professionnels les actions de formation que nous faisons, qui pour la plupart du temps sont très bien accueillies, mais qui engendrent aussi beaucoup de frustration du fait de pouvoir mettre en application ce que l'on a appris faute de moyens. Les difficultés de recrutement aussi sont une des questions qui sont très prégnantes dans nos établissements depuis ces dernières années. L'EHPAD bashing participe à la désaffection des hommes et des femmes pour ces métiers de service. L'ensemble des difficultés vécues par les salariés limitent un accompagnement digne, voulu par l'ensemble de nos concitoyens, et si j'en crois, par la mobilisation qui monte autour de ce sujet de société. Les personnes âgées que j'accompagne me disent « Vivre et vieillir dans la dignité, c'est respecter mon rythme de vie, qu'on me laisse mon autonomie parce qu'on acceptera de m'accompagner suivant mes choix et à mon rythme. » En conclusion, vous me permettrez de citer le pape François, qui en 2015 a dénoncé, je cite, « une société programmée sur l'efficience qui ignore les anciens alors qu'ils en sont une richesse ».
Grâce au progrès de la médecine, la vie s'est allongée, dit-il. Le nombre des personnes âgées s'est multiplié, mais nos sociétés ne sont pas assez organisées pour leur donner une place avec un juste respect et une considération concrète pour leur fragilité et leur dignité. Et il conclut en interpellant notre société: là où il n'y a pas d'honneur pour les anciens, il n'y a pas de futur pour les jeunes. Je vous remercie. Merci pour votre analyse. On va pouvoir parler tout à l'heure. Je vous donne la parole. Merci, et merci de m'avoir invité à cette soirée. Cet atelier, dans un atelier, on se retrousse les manches et puis on travaille ensemble. Ce sont des façons originales de pratiquer la réflexion et le partage. Et je suis heureux d'être là, je vous remercie et je vous remercie tous d'être présents. Ma parole sera un peu en décalage par rapport à ce que vient de dire monsieur le directeur. Oui, bien que je reconnaisse tout à fait ce qui a été dit et la nécessité de faire usage de moyens et de disposer de moyens beaucoup plus importants par rapport à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais je centrerai un peu plus mon intervention sur des questions proprement éthiques, sur la pratique du soin et de l'aide aux personnes âgées en institution. Le problème et c'est un problème, le vieillissement, c'est une chance, mais en même temps dans quelles conditions, dans quel état et avec quels moyens. Il y a là un problème qui est devenu un réel problème de société qui nous interpelle sur la place à accorder aux personnes âgées et au vieillissement dans notre société. Problème à la fois éthique et politique. Éthique parce qu'il est question de l'attention et du respect que nous devons aux personnes, de la considération que nous devons avoir à leur égard et des conditions d'une bonne pratique du soin. Éthique et politique parce que sont en jeu notamment les conditions sociales de la justice et de la solidarité. La disparité des ressources, des situations personnelles ne sont pas sans conséquences sur les conditions de prise en charge de la dépendance. Quant à l'accès aux soins, l'accès à tel ou tel niveau de soins, dès qu'on sait le coût, ce sera un problème réel, le coût de certains traitements. On peut se demander s'il sera possible d'assurer ces traitements d'une façon égale pour tous. Donc là, des questions se poseront. Donc quant à l'accès aux soins, l'accès à tel ou tel niveau de soins, cela relève d'arbitrage et de questions que nous avons évidemment à nous poser. Le nombre de personnes âgées ne cessant d'augmenter proportionnellement, se pose les questions: dans quelle société voulons-nous vivre? Quelle société voulons-nous laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Ce problème est d'autant plus pressant que par certains de ces aspects, certains de ces traits dominants, nos sociétés tendent à marginaliser les personnes âgées dépendantes, d'une façon directe ou d'une façon indirecte. Un système économique centré sur le profit, à la recherche de rendement, d'efficacité, qui tend à réifier tout ce qui le touche, à le transformer en marchandise dont la valeur est souvent réduite à sa valeur d'échange sur le marché. Un système qui entraîne une extension de la sphère marchande à tous les domaines, y compris le vieillissement. Une société qui valorise la performance et fait de la vulnérabilité une faiblesse, un handicap, et de la dépendance parfois une perte de dignité. D'ailleurs, remarquez comment on associe aujourd'hui assez facilement maîtrise et dignité, comme si le fait de disposer de capacités était en rapport avec notre dignité.
Une société qui accorde plus de valeur à la liberté qu'à la justice et favorise, ce faisant, une conception individualiste de la liberté qui a pour conséquence un repli sur la sphère privée, un égocentrisme, un relativisme des valeurs, une crise de l'autorité, un désir d'étendre toujours plus le champ de la liberté individuelle, considérant que tout ce qui est disponible et accessible peut être revendiqué comme un droit. Comment alors penser la solidarité à l'égard de personnes dépendantes, stigmatisées par leurs handicaps? Problème d'autant plus grand qu'aujourd'hui les familles sont parfois éclatées, les enfants éloignés, et que de ce fait, le soutien familial est fragilisé. Ces conditions ne sont pas sans effet sur l'organisation de la prise en charge des personnes et sur les conditions institutionnelles et personnelles d'une pratique de l'aide et du soin. Des problèmes graves sont révélés de temps à autre dans les médias, situations de maltraitance, observées également par les familles, les aidants familiaux, dénoncées aussi par les acteurs du soin. S'agit-il seulement d'un manque de moyens? Suffirait-il de disposer de plus de moyens pour résoudre le problème? Certes, la question des moyens en personnel, en matériel, en institution est très importante. Mais pour autant, ne faut-il pas s'interroger sur notre façon de considérer, de penser le vieillissement? N'y a-t-il pas à s'interroger sur les conditions du bien vieillir? On parle du vieillissement, mais peut-être faut-il parler du bien vieillir. Ne faut-il pas s'interroger d'abord sur les finalités? Et lorsqu'on se pose des questions, quels moyens, et qu'on réclame toujours plus de moyens, peut-être qu'il faut recentrer la question sur pourquoi, en vue de quoi les moyens. Et donc, ces conditions sont des conditions éthiques et morales, conditions du bien vieillir notamment, dans les institutions qui en ont la charge. Ces questions relèvent par une bonne part de la réflexion éthique et de la pratique de l'éthique. Les questions comment vivre pour bien vivre, que faire pour bien faire, comment faire pour bien faire, questions qui se posent dans la pratique du soin, sont des questions qui introduisent la réflexion éthique et qui se posent ici relativement au bien vieillir et au prendre soin de la personne âgée. Ce sont là des questions que l'on rencontre souvent dans la pratique du soin et de l'aide aux personnes âgées. Pour citer quelques exemples tout à fait simples, on pourrait dire c'est banal, mais lorsqu'il s'agit du passage, par exemple, pour la personne âgée du domicile à l'EHPAD, se posent des questions qui sont de nature éthique. Comment faire? Et que faire? Lorsqu'il s'agit de mettre en place des contentions, dans le cadre des traitements et des soins, se posent des questions. Faut-il le faire? Ne faut-il pas le faire? On parlait tout à l'heure d'autonomie. Et à partir du moment où on pose des conventions, il faut s'interroger, se poser la question. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et bien pour qui? Et en vue de quoi? Lorsqu'il s'agit de pratiquer les toilettes, comment on le fait? De quelle façon on le fait? Qu'est-ce que c'est respecter la personne? Qu'est-ce que c'est que la dignité? Lorsque l'on observe des violences, que ce soit vis-à-vis des soignés ou vis-à-vis des soignants, se posent des questions. Comment cela se fait-il? Il y a à s'interroger quelquefois sur le fonctionnement des institutions, sur les rapports entre les personnes, sur la division du travail, sur la façon selon laquelle ce travail est pratiqué. Donc on voit bien qu'il y a là un certain nombre de difficultés qui soulèvent des problèmes éthiques. Situation somme toute banale et habituelle, mais qui questionne sur ce qu'il est bon ou non de faire en vue du meilleur bien-être des personnes. Ici, les savoir-faire professionnels ne suffisent pas pour y répondre. On ne peut pas se contenter d'appliquer des règles qui, aussi bonnes soient-elles, sont toujours générales, alors que les situations sont toujours singulières.
Chaque personne est unique. Chaque personne a une histoire différente de celle des autres. L'éthique a en effet pour, ici, est sollicitée, l'éthique a pour viser la vie bonne, avec, ou la vie accomplie, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Dans la pratique, elle se révèle être un travail que l'on consent à réaliser avec les autres pour que se réalise au mieux, en soi et en l'autre, la plus grande humanité possible. Que faut-il entendre par là? Quelles sont les implications dans le prendre soin de la personne âgée en institution? Sur quels principes peut-on se fonder pour orienter nos pratiques? Alors qu'entend-on par l'humanité, puisqu'on dit qu'au fond, la pratique des soins doit être orientée vers la réalisation la meilleure de notre humanité? C'est d'abord notre appartenance commune au genre humain. L'humanité est la même en toute âme, quel que soit l'âge, quelles que soient ses conditions. L'humanité est la même. Il y a sur ce point absolument égalité. Et c'est ce qui fait de nous des personnes. Et le fait d'être des personnes porteurs de cette humanité commune à tous, que nous partageons tous également, cela fait que nous sommes aussi porteurs d'une éminente dignité. Quoi que nous ayons fait, quel que soit ce que notre devenir, quel que soit notre état, nous sommes porteurs de cette dignité fondamentale que nous ne perdons jamais. Vous savez que quelquefois, lorsque nos capacités diminuent, lorsque en fin de vie on se rend compte que, au fond, l'image de soi s'est totalement détériorée, on n'est plus comme on était auparavant et qu'on a le sentiment que tout se dégrade, on dit on a perdu la dignité. C'est pas vrai. Parce que si on avait perdu la dignité, on ne serait plus une personne et on n'aurait pas à prendre soin de nous. On ne perd pas cette dignité-là. Elle subsiste toujours. Et c'est celle-là qui implique l'obligation de respect, le devoir de respect de toute personne en tant que personne. Mais l'humanité est aussi en nous comme un devenir. Nous avons les capacités qui vont tout au long de notre existence prendre chair, s'actualiser dans nos pratiques. Et nous ne savons pas, nous ne savons jamais à un moment donné ce que nous deviendrons des années plus tard. Et donc une existence se construit progressivement. Et cette existence s'incarne cette existence s'incarne concrètement dans un certain nombre de dimensions qui sont les dimensions fondamentales de notre humanité. Quelles sont-elles? La dimension corporelle, la dimension relationnelle, la dimension langagière, la dimension temporelle, la dimension spirituelle. Il est important de faire cette distinction, parce que si l'on considère le soin aux personnes âgées, relativement à chacune de ces dimensions, se posent des questions relativement à ce qu'il est bon de faire. Relativement à la dimension corporelle, je prends simplement un ou deux exemples. Relativement à la dimension corporelle, le corps n'est pas un objet. Notre corps, c'est nous-mêmes. Notre corps, c'est notre présence au monde. Notre corps, c'est notre personne. Or, on s'aperçoit que bien souvent, et c'est inscrit dans le devenir aussi progressif, une certaine histoire de la médecine. Pour être une médecine scientifique, il a fallu penser le corps comme un objet sur lequel la science s'applique, comme un objet qu'on divise selon les spécialités. Cela a permis des avancées, cela a permis des progrès, mais au niveau du soin, est-ce que notre corps est simplement un objet? Lorsqu'il s'agit de faire une toilette, si on considère, même si on applique d'une façon précise des directives ou des savoir-faire professionnels, si on ne s'adresse pas à la personne en tant que personne, non pas simplement au corps, si on ne fait pas en sorte que la personne participe aussi d'une certaine manière, soit actrice dans le soin, alors y a-t-il véritablement respect de la personne? Et on pose toutes ces questions
relativement à toutes les dimensions que j'ai indiquées tout de suite. Niveau relationnel, par exemple, chacun d'entre nous a besoin, pour exister pour lui-même, il a besoin de savoir qu'il existe pour quelqu'un d'autre. Il a besoin de savoir qu'il compte pour quelqu'un d'autre. S'il n'y a personne, si je suis isolé, si les autres ne prennent pas soin de moi, ne me reconnaissent pas comme une personne, ne reconnaissent pas ma dignité, alors je me sentirai isolé, je sentirai dans la solitude, et à ce moment-là, je n'aurai plus confiance en moi, je perdrai un certain nombre de capacités qui subsistent encore. Il en va de même en ce qui, je retiendrai simplement cibler sur la dimension temporelle, qui est aussi importante. Parce que dans cette dimension temporelle, il faut faire des distinctions. Il y a le temps objectif, c'est le temps des montres, le temps des horloges, ce qu'on appelle le temps chronos en grec, c'est-à-dire celui qui rythme un peu nos vies, celui qui sert aussi à découper les tâches, celui qui nous sert de repère. Mais c'est un temps objectif. Mais chacun d'entre nous vit ce temps d'une façon personnelle. C'est le temps subjectif. Et voyez, par exemple, lorsque vous êtes... le malade est dans son lit et qu'il appelle l'infirmière et que l'infirmière dit « j'arrive dans 10 minutes », 10 minutes, ça peut être interminable. On n'a pas le même temps, le même rapport au temps. Et ce rapport au temps est également différent selon certaines temporalités. Et les temporalités, c'est quoi? C'est la façon de vivre le temps par rapport, par exemple, aux handicaps qu'on peut avoir. Le temps qu'il faut pour une personne âgée ou une personne handicapée pour manger, pour se déplacer. C'est pas le même temps que celui qui nous est indispensable pour accomplir telle ou telle autre tâche si nous n'avons pas cet handicap, si nous n'avons pas cette maladie. Ne pas prendre en compte ces différentes temporalités, est-ce que c'est véritablement respecter la personne? Et puis, il y a ce temps que j'appelle le temps global. C'est le temps, au fond, qui caractérise notre société. En quoi consiste-t-il? Il est caractérisé par l'instant et par l'urgence. Il est toujours urgent de faire ce qu'on a à faire et on n'a jamais fini de faire ce qu'il est urgent de faire. On vit tout le temps dans cette pression du temps et avec le sentiment de ne jamais arriver à bout des tâches qu'on a à accomplir. Eh bien, cela fait pression au niveau des institutions. Parce que ce temps chronos et ce temps global pèsent sur nos pratiques. Et puis, il y a le temps institutionnel et la division des tâches à l'intérieur de l'institution. Donc, prendre en compte toutes ces dimensions, cela peut permettre de réfléchir à une bonne pratique du soin et de l'aide aux personnes âgées et dépendantes. Est-ce qu'on a puisqu'on dit qu'il faut, au fond, l'éthique nous oriente vers la pratique du bien, on peut se dire, au fond, le bien, chacun en a une représentation particulière. Et dans des sociétés qui sont des sociétés pluralistes comme les nôtres, on peut penser que les valeurs de chacun sont différentes et que, au fond, on ne s'accorde pas nécessairement sur ce qui est bien. Et il est difficile de penser ce qui est bien pour quelqu'un d'autre. Lorsqu'il s'agit de soi, au fond, on s'arrange. Lorsqu'il s'agit de l'autre, comment penser ce qui est bien pour l'autre? C'est là quelque chose qui peut paraître difficile. Est-ce qu'on a des points de repère? Oui, on a quelques repères qu'on peut avoir en commun. C'est un certain nombre de principes auxquels on peut se référer. Et que j'indique ici simplement et rapidement. Le premier principe, c'est le principe de bienveillance. Vouloir le bien, qui a pour correspondance la bientraitance et non maltraitance. Un deuxième principe éthique qui est celui du respect. Mais le respect, il y a toujours une certaine distance par rapport à l'autre, parce que je dois le respect même à ceux qui me rebutent par leur état
par leur façon de faire, etc. Je leur dois le respect en tant que personne. Donc le respect demande de la distance. Mais en même temps, si j'en reste au respect, c'est insuffisant. Parce que je dois aussi être attentif à l'autre. Je dois être touché par ce qui arrive à l'autre. C'est la raison pour laquelle il faut associer respect et sollicitude. Sollicitude, se soucier du souci de l'autre. Troisième grand principe, le principe d'autonomie. Et là, il faut faire attention. Parce que dans les textes qui sont publiés, on nous dit souvent, les textes de loi, les textes de référence de 2002, de 2007, on nous dit qu'il faut veiller à la plus grande autonomie de la personne. On peut être tout à fait d'accord, bien sûr, sur ce point. Sauf qu'il y a une sorte de paradoxe ou de contradiction lorsqu'on a à veiller sur l'autonomie d'une personne qui est totalement dépendante, qui est vulnérable, qui est fragile. Comment penser l'autonomie? Comment penser l'autonomie si on n'associe pas l'idée d'autonomie avec l'idée de vulnérabilité? Penser l'autonomie, c'est toujours penser l'autonomie d'une personne vulnérable. Comment est-ce possible alors? Comment penser encore l'autonomie? Comment faire un travail d'autonomisation avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer dont l'état ne cesse de se dégrader? Eh bien, il faut penser à cette idée selon laquelle l'autonomie est en rapport avec nos capacités. Et des capacités subsistent toujours. Et donc, plutôt que de voir l'incapacité, plutôt que de voir le handicap d'abord, voir en la personne l'homme capable, la femme capable, capable encore de quelque chose. Et donc, dans la pratique du soin, prendre appui sur ses capacités. Principe aussi de justice et d'équité, bien sûr. Principe de justice et d'équité, les conditions de la justice sociale dans un monde qui tend à exclure, à marginaliser certaines catégories de personnes. Et puis principe de solidarité. Voilà ce sur quoi donc, on peut prendre appui dans une réflexion sur une bonne pratique du soin à l'adresse des personnes qui sont des personnes dépendantes, vulnérables. Une façon aussi de pratiquer le respect et de reconnaître la dignité des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes malades. Alors, on peut se dire, est-ce qu'à partir de là, il y a des choses à faire? Je crois, et je peux faire quelques suggestions pour terminer. Au niveau des personnes, évidemment, la formation, c'est très important. Il faut se donner les moyens de la formation. C'est extrêmement important. Il y aurait aussi une incohérence à demander aux personnes de respecter ces principes, aux personnes soignantes, de respecter ces principes si on n'a pas vis-à-vis de ces personnes soignantes exactement les références de ces principes-là. Parce qu'il ne suffit pas de dire respecter la personne soignée, respecter la personne sur laquelle vous pratiquez l'aide et le soin, et en même temps ne pas respecter celle qui le fait. Et donc, il y a là aussi un travail à faire. Il faut encore noter s'il importe que se manifeste à leur égard de la reconnaissance, celle-ci doit être d'autant plus manifeste que le travail réalisé n'est pas toujours perceptible. On ne se rend pas compte du travail qui est fait. Le travail bien fait efface ses traces. Quelqu'un s'est occupé de fournir suffisamment de papier de toilette, mais on ne s'en aperçoit que lorsque ça manque. Du travail est fait au quotidien qui est imperceptible. Et c'est comme ça dans notre société. Heureusement qu'il y a des personnes qui se dévouent. Heureusement qu'il y a des personnes, et ce sont souvent les femmes, et le plus souvent les femmes. Heureusement qu'il y a des personnes qui ne demandent pas qu'on les supplie pour que l'aide soit donnée, mais qui d'emblée, volontairement, sont capables de cette aide. Et ça ne se voit pas
un travail d'aide bien fait efface ses traces. Tout le problème au niveau de la reconnaissance. Et on comprend que certaines personnes qui se dévouent ainsi dans le travail d'aide et de soins soient dans une sorte de frustration par rapport à un manque de reconnaissance, alors qu'elles se dévouent. Outre les questions de la reconnaissance, se pose aussi la question du sens, parce qu'il faut bien que ce que l'on fait ait du sens. Et quand on réfléchit aux difficultés du travail à accomplir dans les EHPAD, dans les centres de soins aux personnes âgées, eh bien, là, on se pose véritablement la question comment ces personnes peuvent encore trouver du sens à ce qu'elles font, à ce qu'elles font. Mais faire du bien aux autres, non seulement nous fait du bien, mais encore valorise ce que l'on fait et lui donne du sens. Mieux le travail est fait, et plus cela a du sens pour la personne qui le fait. Il y a donc une sorte de cercle vertueux qu'il faut évidemment entretenir. Et au niveau institutionnel, eh bien, il faut faire attention à ce que les institutions n'aient pas une organisation trop rigide, trop hiérarchisée, un cloisonnement trop rigide des tâches, que soient libérés des espaces qui sont des espaces d'initiative, des espaces de créativité, parce que les solutions aux problèmes éthiques qu'on rencontre, ces solutions-là doivent être imaginées et doivent être inventées. Et il est important que qu'il y ait des espaces de rencontre dans ces institutions, que les personnes se rencontrent, qu'elles échangent à égalité, quel que soit leur niveau de responsabilité dans ces établissements et dans ces institutions. Et que les personnes soignées et aidées aient aussi leur parole, qu'elles s'expriment, qu'elles soient présentes d'une manière ou d'une autre dans cette réflexion. Alors il y a évidemment du travail à faire, mais c'est un travail qui est aussi un travail de réflexion, c'est un travail éthique, je disais, et c'est un travail politique. Il est politique au sens où il s'agit pas simplement d'améliorer quelque chose qui existe. Il s'agit, je crois, à l'avenir d'essayer de penser peut-être le devenir d'une société différente de la nôtre. Parce que à continuer à chercher des moyens pour réparer dans notre société ce qui va mal, on finit par entretenir ce qu'on dénonce. Alors peut-être qu'il faut se donner des appuis, peut-être qu'il faut repenser les conditions de vie en société, repenser la société.